J'ai fait l'ascension à l'envers de la méga-avalanche, donc en partant de la ligne d'arrivée au fond de la vallée à Almont, en arrivant en haut du glacier avec des crampons à 3300 mètres. Et puis après, j'ai fait la course, la mass start comme tout le monde, et puis j'ai fini 4e de la course. L'idée, elle m'est venue, je crois, d'un coup, et je l'ai notée dans mes notes. Et celle-là, elle sortait un peu du lot. Quelques semaines après, j'ai dit, ok, cette année, ce sera ça. Au final, c'est 2700 mètres. C'est des sorties que je faisais toutes les 2-3 semaines en enduro chez moi. Je me suis pas dit c'est infaisable, quoi. Et surtout la pression qui commence à monter, de voir tous les gens commencer à se mettre en ligne, de voir ce mur de glace et de se dire ok, là c'est encore une fois, je vais devoir prendre le départ de cette mass start avec 500 gars à mes trousses sur un glacier, quoi. Tu croyais encore à ce moment-là au top 10 ? À ce moment-là, plus du tout. Je voyais un peu flou, quoi, et j'avais l'impression que je tanguais. Il y a un copain qui me dit « Ah tiens, je vais te faire un test, je vais te mettre le doigt comme ça pour voir la réactivité de tes yeux. » Il me dit « Mais mec, tu dors ? T'es plus là, quoi. » En toute honnêteté, je pense que si j'avais pas fait cette montée, j'aurais pas fait un aussi bon résultat. Je vois pas comment j'aurais pu appuyer aussi fort sur les pédales et être aussi lucide sans avoir atteint cet état de flow. J'arrive pas à le comprendre, ni à l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je sais que ça peut m'arriver après des longs efforts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Dans En roue libre, je vous partage des conversations avec des personnalités, athlètes, experts et dirigeants connus ou méconnus, mais toujours passionnés pour qu'ils et elles nous partagent leur parcours, leur expertise et leurs conseils. En roue libre, c'est aussi des reportages pour découvrir les coulisses du monde du vélo et les secrets des marques qui le font avancer pour attiser votre curiosité et faire grandir votre passion du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. Maël Ferron est pilote de VTT enduro et élève ingénieur à Strasbourg. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit le documentaire Megavalanche Up and Down, dans lequel Maël remonte le parcours de la Megavalanche de l'Alpe d'Huez depuis Almont jusqu'au Pic Blanc, à la frontale, avant de prendre le départ et de finir 4e de la course. Et si vous pensez que Maël est un peu timbré, vous êtes très loin du compte, car cet élève ingénieur de 21 ans a plus de plomb dans le crâne que moi à son âge et a bien réfléchi avant de se lancer dans son projet, même s'il admet bien volontiers avoir cultivé une certaine forme d'ignorance pour réaliser ce défi. Et vous allez voir qu'il a de la suite dans les idées et qu'il ne serait pas étonnant de le voir bientôt dans d'autres projets du même style. Dans cet épisode, attendez-vous à découvrir pourquoi Maël a décidé de quitter le milieu du cross-country pour se diriger vers l'enduro et comment il est parvenu à créer la surprise lors de ses premières courses, son récit de la tentative du Tour du Mont-Blanc avec Jules Auroux qui a posé les bases pour la suite, d'où lui est venue l'idée de ce défi Megavalanche Up and Down, comment il a vécu de l'intérieur cette montée de 2800 mètres pour rejoindre le Pic Blanc à l'Alpe d'Huez et surtout comment il est parvenu à finir 4e derrière Alex Rudeau et devant un certain Kylian Bron, les coulisses de sa préparation physique et les causes inexpliquées de son état de flow pendant la course, comment il trouve l'équilibre entre son école d'ingénieur et sa pratique sportive et ses conseils pour les étudiants qui veulent faire comme lui. Et plein d'autres choses. En roue libre vous est présenté par Line, mon agence de conseil et de production dédiée au monde du vélo. Si vous voulez clarifier votre positionnement, définir votre stratégie de communication, produire des contenus, lancer des campagnes, organiser des activations événementielles ou tout simplement gagner en visibilité, je peux vous accompagner directement avec une expertise pointue construite sur 25 années passées dans l'industrie du cycle. Pour en savoir plus, vous pouvez réserver un appel directement avec moi sur agenceline.fr, agenceline.fr. Un rapide message du sponsor de cet épisode, Shifter. Si vous travaillez en magasin de vélo ou si vous le dirigez, vous le savez mieux que n'importe qui, votre temps est précieux. Et la dernière chose dont vous avez envie, c'est d'en perdre avec la gestion de la boutique. Caisse, stock, commande, atelier et compta. Shifter, c'est une solution de gestion pensée pour les magasins de vélo. Un seul outil qui regroupe la caisse, la gestion du stock, les statistiques de votre activité et un module de planning atelier. Et Shifter est déjà connecté aux plateformes des principaux distributeurs français et européens. Vous pouvez l'essayer dès aujourd'hui et profiter de 30% de remise sur votre abonnement avec le code ENROULIBRE30. Et en plus, chaque mois, une boutique ayant utilisé ce code sera tirée au sort pour gagner 1 an d'abonnement offert. Rendez-vous sur app-shifter.com/enroulibre ou cliquez sur le lien dans la description. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Maël Ferron. Maël, la montée au Maïdo, je pense qu'elle va être plus simple que la montée au Pic Blanc. J'espère. Ça dépendra peut-être de la météo, mais ça s'annonce un petit peu plus facile quand même. Ouais. Et puis a priori, c'est que de la route. C'est que de la route de haut en bas, de bas en haut plutôt, ouais. Mais long.
Très long. C'est long, ouais. On l'a vu même en voiture, c'est assez interminable. Ouais. Donc, il va falloir prendre son mal en patience, à mon avis. À quelle heure est-ce que tu prévois de partir de Saint-Gilles, de Boucan-Canotte? De Boucan-Cano, c'est une très bonne question. Un peu comme à l'Alpe d'Huez. J'ai une vaste idée, mais j'ai pas encore étudié le sujet. J'ai pas encore, je sais pas combien il y a exactement. On a vu une trentaine de kilomètres, Ouais. 2200 D+, ça c'est toujours le même topo. Mais l'heure, je pense que ce sera autour des 2-3 heures du matin, Mmh. un truc comme ça. Ouais. Voilà, je vais essayer d'estimer peut-être ce soir ou demain soir combien de temps il me faudra. OK. Donc 2-3 heures du matin, tu vas arriver là-haut. Heu, tu pas besoin d'échauffement, c'est bon? Je pense que ce sera A bon, ouais. priori? Ouais, Bien se nourrir en haut, mais l'échauffement il sera fait. OK. Et quel objectif tu te fixes pour la course? Objectif numéro un, encore une fois, arriver en bas, me faire plaisir. Et puis si j'arrive à rentrer dans les 5, ce sera vraiment bien. Je pense que c'est l'objectif. OK, solide. Bon, alors, effectivement, on attaque direct là-dessus parce que, moi, je t'ai découvert avec Up and Down. J'avais vu passer des trucs avant de regarder la vidéo, j'avais vu des choses, je me suis dit: «Mais c'est qui cet illuminé là qui fait des trucs, ça sert à rien?» Enfin, tu vois? Et puis, à force de voir passer des trucs, je me suis dit: «Mais attends, mais il doit y avoir quelque chose». Et là, j'ai regardé le docu et je pense que donc le documentaire dont je parle, c'est, Megavalanche Up and Down, dans lequel bah, vas-y, raconte-le-moi, Alors Mega raconte-le nous. Avalanche Up and Down, c'est un documentaire dans lequel je montre comment j'ai fait l'ascension à l'envers de la méga avalanche. Donc en partant de la ligne d'arrivée au fond de la vallée à Almont, en arrivant en haut du glacier avec des crampons à 3300 mètres. Et puis après, j'ai fait la course, la mass start comme tout le monde, et puis j'ai fini quatrième de la course. Donc voilà, ça raconte un petit peu cette histoire-là, cette idée un peu folle. Cette idée, que j'ai trouvée, ignoble. Honnêtement, enfin, pour tous ceux qui ont fait la méga, dont je fais partie, c'est haut le Pic Blanc et c'est très, très bas Almont. Ça fait 2 800 mètres de dénivelé et c'est vrai que rien que la descente, bon, c'est hyper dur et c'est hyper technique et glacier, j'en parle même pas, enfin, mais la remontée, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui lui est passé à travers la tête?» Et donc je te pose la question, qu'est-ce qui t'est passé à travers la tête? C'est une très bonne question. C'est Je me souviens bien du moment où j'ai eu l'idée. J'étais à Strasbourg au cinéma Strasbourg, ouais, en train de regarder Tous en selle, et j'étais allé avec des copains qui font un peu du vélo, des vidéos de vélo ou de la course à pied, et l'idée, c'était un peu de s'inspirer aussi, hein, parce qu'en regardant des vidéos, des fois, on a des idées, on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et je sais pas, il me semble qu'il y avait un film qui me plaisait un peu moins, et du coup, j'ai commencé à avoir le cerveau qui fumait en mode: «L'année dernière, j'ai fait le tour du Mont Blanc, on est en février, j'ai toujours pas d'idée. Qu'est-ce que je vais faire cette année?» Et l'idée, elle m'est venue, je crois, d'un coup, et je l'ai noté dans mes notes avec toutes les autres idées que j'ai. Il y en a plein, mais celle-là, elle sortait un peu du lot. Et quelques semaines après, j'ai dit, OK, cette année, ce sera ça. Je pensais, je pense directement, je me suis dit, ça peut être la bonne idée, et je pense que c'est réalisable, quoi. Je me suis pas trop questionné là-dessus, je pense. Et puis voilà, après, ça a grossi un peu. J'ai commencé à préparer le projet, à essayer de trouver des sponsors, de m'organiser avec la Méga Avalanche, l'organisation, leur dire: «Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est une bonne idée?» Ils m'ont dit évidemment que non, mais ils m'ont laissé carte blanche. Et puis là, c'était parti, hein. Hem, Moi, il y a un truc quand même là-dedans qui m'interpelle, c'est que, la méga avalanche, j'ai dû la faire, 7 ou 8 fois, l'Alpe d'Huez et je sais pas, j'ai toujours été un pilote plutôt orienté descente et aujourd'hui, toi, tu fais de l'enduro et tu es plutôt un pilote à profil descendant. Mais
il y a quand même un truc qui est que pour ne serait-ce qu'imaginer qu'un projet comme ça est faisable, il faut avoir déjà un minimum de capacité physique ou en tout cas, croire dans ses capacités physiques. Qu'est-ce Mmh, qui, toi, t'a permis d'y croire? Je crois que tu nous as parlé du Tour du Mont Blanc déjà, ouais. qui déjà en termes de physique est assez solide. Heu, Tu peux nous parler de ça, qu'est-ce qui t'a amené, ouais, à penser que c'était faisable? Je pense que ouais, ça s'est fait petit à petit. Je sais pas si j'ai commencé par le cross-country, mais j'ai pas eu une carrière en cross-country, quoi. C'était vraiment faire du cross-country à niveau départemental, régional. Donc j'ai toujours aimé pédaler, mais c'était pas particulièrement des efforts longs et je pense que c'est venu un peu petit à petit. J'ai fait une fois la Transvésubienne. Après, il y a eu ce Tour du Mont Blanc. Puis je me mettais des fois tout seul des petites missions, des petits trucs, avec déjà quelques heures de pédalage, quoi, et ça commençait à me plaire. Le Tour du Mont Blanc, ça a été vraiment le truc où je me suis dit: «Ah ouais, j'aime vraiment les efforts longs», et après, cette année, il y a eu l'Epic Enduro en début de saison et ça a été vraiment beaucoup de préparation pour une course, qui fait, 130 kilomètres et 5 000 de D+, avec, 13 spéciales chronométrées d'enduro. Donc ça a été beaucoup de préparation et je pense que ça m'a permis de me dire: «J'en suis capable». J'ai Au final, c'est 2 700 mètres, c'est des sorties que je faisais pas toutes les semaines, mais toutes les 2 3 semaines en enduro, chez moi, et donc ça me je me suis pas dit: «C'est infaisable», quoi. Donc toi, tu te tapes des sorties de 2 700 m de D+, en training Pour, préparer les pics enduro, ouais. pour Parce que préparer les pics c'est enduro. la moitié de ce qu'on a eu, pendant la course, quoi. Donc, toutes les semaines, l'objectif du dimanche était de faire, 3 000 de D+. Donc ça a rarement été réussi, mais on poussait en tout cas une journée complète, quoi. Tu veux dire sur les pics enduro? Non, à l'entraînement, pendant l'hiver, quoi. Ah ouais. De janvier à mars, tous les dimanches, on essayait de faire journée complète avec, si les conditions étaient réunies, 3 000 de D+, quoi. Et non, mais tu faisais ça dans quel cadre? Tu veux dire accompagné par un coach ou Ouais, 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 OK. j'avais mon Baptiste Bachelet qui m'a préparé, tout l'hiver, même depuis un petit peu avant. Mais là, c'était notre objectif, ouais, de début d'année, donc il a mis en place un plan, adapté à cette Epic Enduro. OK. Et quand tu lui as parlé, par exemple, de la méga avalanche, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je crois que lui, ça a pas été le plus choqué. Il m'a dit: «Ah, bah, belle idée ou même pas belle idée», mais il s'est pas dit, c'est infaisable ou Mmh, c'est nul comme idée, quoi. Il commence un peu à me connaître. Il a pas été choqué plus que ça, je pense, lui. OK. Alors avant que moi j'aimerais bien que tu me racontes en détail en fait, ce défi de la méga. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous ouais, tout simplement te présenter? Parce qu'en fait les gens te connaissent pas, ou Probablement, ouais. peu ou pas encore, et l'idée d'Enroulim aussi c'est de faire découvrir des profils comme le tien qu'on voit pas ou peu ou pas encore, Mmh. et voilà de que les gens te connaissent. Donc est-ce que tu peux te présenter? Alors déjà, merci à toi, pour, l'opportunité, l'accueil, parce que c'est gentil de me faire, confiance dans le sens où effectivement, j'émerge un peu dans ce milieu de l'enduro et de la compétition. Donc c'est gentil de Ouais, me laisser cette avec opportunité. plaisir. Et donc pour me présenter, Maël Ferron, je fais de l'enduro depuis, c'est ma 4e saison Mmh. maintenant, et je viens, donc du sud de la France, là où je faisais du cross-country, à niveau départemental, régional, jusqu'en minime, et j'ai toujours fait un peu de vélo, en fait, hein, et mes premiers souvenirs de vélo, c'était dans les campings l'été où mes parents m'enlevaient mes roulettes et après je faisais des tours de vélo, toute la semaine, toute la journée. Donc de là, voilà, j'ai commencé, à faire ça, un peu des randos le week-end avec mes parents. Après, je suis rentré dans un club, en primaire. Donc de là, j'ai commencé à faire un peu plus de vélo, à faire les entraînements tous les samedis et un petit peu, voilà, des courses en benjamin, minime, cadet. Mmh. Mais j'ai jamais été, une flèche, quoi. Mmh. Je m'en sortais bien, mais sans plus. Donc voilà, ça, c'est un peu la base de ce que je fais en vélo. Mais à côté de ça, beaucoup de vélo trial. Parce que dans mon jardin, ça se faisait bien. Ça évitait de Mmh. sortir de la maison,
avec un pneu, 3 palettes, notamment pendant le confinement. Donc voilà, et puis donc ça c'est la base de ce que je fais en vélo. Et puis après, j'ai commencé l'été à aller un peu en station chez Happy Bike Camp, ils se reconnaîtront. Et je faisais des stages de 1 semaine là-bas, et c'était mon seul moment gravity de l'année, quoi. Donc là, j'en profitais, vélo de DH, vélo d'enduro en bike park. Et ça commençait à bien me plaire, et je m'en sortais bien pour quelqu'un qui faisait que du cross-country, quoi. Je pense que c'était pas trop mal. Et de là, j'ai commencé à me dire, ah, le cross-country, les 2 dernières courses que j'ai fait des hippos, j'ai pas réussi à finir. Peut-être qu'il faudrait que je me réoriente, quoi. Et donc ça a été un peu mes premières expériences en enduro. Et pour la petite histoire, alors dans quel ordre ça s'est passé? Il y a eu le confinement, donc là je faisais pas encore d'enduro, je faisais du trial, du dirt. J'avais pas encore 18 ans, et mes parents voulaient pas m'acheter d'enduro parce que ma mère me disait ça coûte trop cher à entretenir, et mon père me disait c'est trop dangereux. Et donc j'étais un peu bloqué avec mon cross-country, et donc là j'ai acheté sur Le Bon Coin un dirt à 200 €. Et là, mon année terminale, je l'ai passée à aller faire du dirt les samedis, les dimanches, à creuser. Et ça me plaisait vraiment. Et c'était un peu l'étape transitoire en attendant de pouvoir avoir un vélo d'enduro. Et donc j'ai vendu mon cross-country, je suis allé travailler un été dans un restaurant. Et là, j'avais enfin un peu d'argent de côté pour pouvoir éventuellement m'acheter mon propre enduro. Et là, l'étape d'après, c'était de trouver un magasin qui voulait un petit peu m'aider, parce qu'un enduro, c'est quand même bien cher. Et donc, j'ai fait mon petit book, mon petit PDF en disant, voilà, je m'appelle Maël, j'ai 17 ans, je voudrais faire de l'enduro, je pense que je peux être bon, mais j'ai pas de résultats à vous montrer, quoi. Quelques photos, et j'ai trouvé un magasin à Nîmes, à côté de chez moi, Workshop, qui m'a fait 20% sur mon premier vélo. Donc, j'ai acheté un Trek Slash, et là, c'était parti. Donc ça, c'est un peu la base. Donc ça, c'était en fin 2021. Je me souviens octobre 2021, j'ai eu mon premier enduro. Et tout l'hiver, j'ai roulé avec, mais pas en mode entraînement compétition, plutôt en mode j'allais sur des bosses. J'essayais de faire des figures avec, des sauts, je m'amusais, quoi. Avant de pouvoir faire mes premières courses, tout simplement. Et alors, comment t'es arrivé sur, justement, ces premières courses? Et c'était quoi, comme course? Alors donc ça a commencé en 2022. Donc j'ai eu mon vélo fin 2021. 2022, j'ai eu mes premières courses. Et là, mon père, qui voulait pas que je fasse de l'enduro, a vu que je me régalais, et a commencé à me suivre sur toutes les courses. Il m'a amené, il me faisait la logistique, s'il y avait besoin de pièces, il était toujours là. Donc ça a été vraiment l'élément qui a fait que j'ai pu me lancer dans les courses d'enduro. Et j'ai fait ma première course d'enduro à Santa Coloma début 2022. Et j'y suis allé avec quelques copains que je connaissais qui faisaient déjà un peu d'enduro. Et là, j'ai fini premier junior et top 10 ou 15 scratch. Et les copains, ils m'ont dit, ah ouais, ah, c'est pas trop mal. Il y a un truc à faire. Deuxième course, je suis allé aux championnats régionaux au lac du Salagou, et j'ai gagné en junior. J'ai été champion régional d'Occitanie junior. Et donc ça, c'était de bon augure. Et après, j'ai dit, bon, ben, je vais me faire une saison complète en Coupe de France. Et la première Coupe de France, elle avait lieu à Brassac. Donc je suis arrivé avec mon père dans le scénic, le vélo plié à l'arrière. Et je connaissais rien, quoi. Je savais pas comment ça se passait, je connaissais personne. Là, c'était vraiment la découverte. Et on fait la première journée, et je me retrouve premier junior de la première journée de la course. Et là, avec mon père, on rentre, on avait loin un truc à une demi-heure, c'était super loin. Et il me dit, mais c'est normal? Je lui dis, bah, je sais pas. Il y a une erreur. Et à un moment, je pensais qu'il y avait une erreur sur les temps, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible que je sois premier. Donc, on a pris une petite bière, on a dit, bon, ben, on fait ça. Je suis allé dans le jacuzzi. Et puis le lendemain, on y est retourné, et dans la milieu de journée, j'ai chuté, gros OTB dans les cailloux, et j'ai fini 6e de la course. Mais j'étais très satisfait quand même, quoi, de me dire, bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que vu que j'ai goûté à ce truc de me dire, je peux faire un podium, mes objectifs se sont très vite tournés de je veux faire des courses à je veux gagner, ou en tout cas faire des podiums en Coupe de France, quoi.
Donc après, la mission de la saison, ça a été de faire le plus de podiums, et des top 3, il n'y en a pas eu énormément, il y en a eu un ou deux, mais déjà très belle saison, quoi. Hmm. Très belle saison, et tout est allé assez vite en vrai, parce que j'ai fait ma première, donc cette première course à Brassac avec le trek, et après le magasin m'a dit OK, c'est pas trop mal, on croit en toi, on te prête un Nuke-Proof, et si ça se passe bien, bah tu pourras peut-être rentrer dans le team Nuke-Proof France, Nuke-Proof Hotlines. Et donc dès ma deuxième Coupe de France, j'avais déjà un autre vélo, quoi. Ok. Donc c'est comme ça que c'est parti en 2022. Waouh. Et donc 2022, elle ressemble à quoi ta saison? Elle ressemble à des top 10 sur chaque Coupe de France, top 5 en général, et je crois que j'ai fait un ou deux top 3. Il me semble avoir, ouais, un ou deux podiums. Donc ça, c'était les premiers trucs où je me suis dit, ah ouais, là, c'est cool, je me régale, et en plus, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Et il me semble que c'est cette année-là que, à la fin de saison, j'ai déjà commencé à intégrer un peu le team Nuke-Proof Hotlines, et que j'ai fait ma première Coupe du Monde, enfin EWS, Hmm. à Crans-Montana. Et ça, il me semble que c'était la fin de cette année-là. Et, et j'y suis allé, je me suis dit, oh, ça va être l'Amérique. Je suis arrivé là-bas, on dormait en tente sur le parking. Il a commencé à neiger, enfin c'était beau chantier. J'ai vraiment pas très bien roulé, mais j'ai participé à ma première Coupe du Monde cette année-là, et ça, c'était ouf. Ouais. C'était ouf, l'expérience était folle, ouais. Et donc ça, c'est 2022. Ouais. D'autres trucs en 2022 ou après c'est... Non, Non? c'était, ouais, l'objectif. J'ai dû faire quelques régionales, même pas sûr, mais c'était l'année où je rentrais en école d'ingénieur à Strasbourg. Donc j'ai passé mon bac cette année-là. Pendant l'été, j'ai fait que du vélo, et j'ai bossé aussi. Et après, en septembre, je suis rentré à Strasbourg en école d'ingé. Et donc là, j'ai essayé de mettre en place un peu l'équilibre pour la suite. Ouais. Équilibre dont on va parler après. Euh, avant d'attaquer sur Mega Avalanche Up and Down, gros projet qui est le Tour du Mont Blanc. Tu peux Ouais. nous en parler un petit peu, pareil, de comment l'idée est venue et comment toi et ton collègue, dont j'ai oublié le nom, Ouais. comment vous avez imaginé ça et comment vous l'avez fait? Bah, l'idée, elle vient pas de moi, hein, elle vient de lui. Donc c'est Jules Auroux avec qui j'ai partagé ce moment mémorable. Lui, ouais, pour revenir, notre rencontre, elle date de la première Coupe de France que j'ai fait à Brassac. Donc vu que j'avais gagné la première journée, je me suis retrouvé à partir dernier junior, parce qu'il reclassait en fonction du classement du premier jour. Et donc là, je me suis retrouvé avec plein de gars qui se connaissaient tous, qui faisaient des Coupes de France ensemble depuis des années. Et moi, j'étais là, bonjour. Ils me regardaient tous, c'est qui ce mec? J'étais là, bonjour, c'est moi qui ai gagné hier. Maël Ferron, enchanté. Et donc là, j'ai rencontré, voilà, toute l'équipe à qui je suis encore très pote aujourd'hui, dont Jules Auroux. Et c'est avec lui que ça a le plus matché. On a commencé à pas mal discuter, et on a bien vu qu'on était un peu dans le même délire d'enduro, mais à côté aussi d'aventure. Mhm. Et donc c'était en 2023, on a fait un peu des courses ensemble, Coupe de France, un peu de Coupe du Monde, je dirais. Et il me dit, ah, lui, il avait déjà fait un bikepacking. Ah oui, là, en 2023, on a fait le Tour de Corse ensemble en vélo de route, en 7 jours en bikepacking. Et un peu après, non, on a adoré, on s'est super bien entendu. C'était vraiment 7 beaux jours de vélo de route. Et suite à ça, il me dit, ah, l'année prochaine, j'aimerais bien faire le Tour du Mont Blanc en un seul jour et en moins de 19h37. C'est le record actuel de l'UTMB. Euh, et il me dit ça, et moi, je dis, ah ouais, ça me parle quand même. Mhm. On le fait ensemble. Il me dit, ah ouais, on fait ça ensemble. On fait ça ensemble. Lui, il avait cet aspect, cette expérience, on va dire, dans les longs efforts. Moi, j'avais cette expérience en vidéo. Et donc, c'est lui qui a proposé l'idée. C'est lui qui a préparé tout le parcours, qui a cherché les différents passages, les différentes autorisations en fonction des horaires en vélo, etc. Là-dessus, je lui ai fait 100% confiance. Et moi, à côté de ça, j'ai cherché deux vidéastes. J'ai cherché un peu de moyens
pour financer ça, pour avoir une petite tente sur place. Et on a monté ça en place, on a mis ça en place en 2024. Et on a fait cette tentative de record qui a échoué, mais qui reste un super moment, un super souvenir avec Jules Auroux donc, et les deux vidéastes, Théo Level et Théo Bercera. Ouais. C'est marrant parce que pour avoir fait le tour du Mont Blanc à pied, enfin en rando, voire même en trail, effectivement, c'est long. Ouais. Les montées, elles sont rudasses. Les descentes aussi. Ouais. Mais avec un bon niveau en enduro comme le tien, bon, ça passe, même s'il y a des endroits où ça tabasse, hein, on a bien vu. Est-ce qu'il y a des endroits où, enfin, je crois vous avez suivi un petit peu le timing, genre vous saviez que si vous étiez en avance ou pas Ouais, par rapport au temps? C'est quoi, sur quelle partie vous avez le plus gagné ou, par rapport au trailer, par exemple? Donc nous on l'a fait dans le sens inverse de l'UTMB. Ouais. Donc on est parti de Chamonix, on a commencé par le col de la Balme. Mmh. Et donc on avait fait une espèce de feuille de route en disant si on veut le finir en tant de temps, il faut qu'on soit en haut de tel col à peu près à cette heure-ci. Enfin, Mmh. en tout cas, Jules avait fait ça. Moi, j'avais absolument rien préparé. et, euh, et donc, on voyait que dans les montées, on avait tendance à perdre un peu de temps, mais c'était pas énorme, en tout cas au début. Et par contre, dans les descentes, on gagnait vraiment beaucoup de temps. Ouais. Donc, ça avait tendance à s'équilibrer, voire même on était un peu en avance pendant un bon bout de temps. Donc, on est parti le samedi à 17h, il me semble. Non, le samedi à 17h. Et le but, c'était de rouler pendant toute la nuit quand on est encore frais et de finir en milieu de journée pour quand ça allait être le plus dur, avoir un peu de lumière et un peu plus de lucidité. Et donc, toute la nuit, ça s'est assez bien passé. On était plutôt dans les temps. On avait tendance, à beaucoup porter le vélo quand même. Mais malgré tout, dès qu'on roulait, on allait vraiment plus vite qu'un trailer. Et donc, on était dans les temps. Jusqu'au lever de soleil où là, ça a commencé à être vraiment plus dur pour Jules qui arrivait plus à s'alimenter. En fait, je pense qu'il avait commencé les gels un peu trop tôt ou mal gérer l'alimentation ou peut-être juste des fois, c'est Mmh. pas de chance, on va dire. Mmh. Et là, ça a commencé à être un peu plus dur pour lui. Et le col de la Seigne, c'est celui où au lieu de mettre une demi-heure à monter, on a dû mettre 2 heures, quoi. Et là, arrivé en haut, la question, c'était même pas est-ce qu'on va être dans les temps, c'est est-ce qu'on va finir, quoi. Ouais. Là, c'est un peu basculé à ce moment-là. OK. Ouais. Et du coup, comment ça s'est fini? Bon, ça s'est fini. Spoiler, alors on mettra les liens, de la vidéo dans les notes de l'épisode évidemment, mais Spoiler, à ce moment-là, Jules était à deux doigts de vomir. Il me disait ça va le faire, mais je voyais qu'il était plus lucide. Donc on est descendu dans la vallée après le col de la Seigne, mais là il y avait aucun réseau, il y avait aucun moyen de communication. Donc on a commencé à essayer de remonter jusqu'au col du Grand Saint-Bernard, il me semble que c'est. Et sauf que là, même sur la route, il a failli tomber en essayant de reclipser et tout. C'était vraiment, vraiment Mmh. dur. Et donc là, je lui dis, mets-toi au bord de la route, on sait où on sait quelle route c'est, tu te mets sur ce bord de route sous un arbre à l'ombre, et moi je vais chercher du réseau, et je dis au vidéaste de venir te chercher, quoi. Mmh. Moi, à ce moment-là, vu qu'on était dans un rythme un peu plus tranquille depuis qu'il allait mal, je me suis bien reposé, j'ai repris de l'énergie. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment bien. Donc voilà, je suis monté assez rapidement pour aller chercher du réseau, et avec encore en tête d'essayer d'éventuellement battre ce record. Alors évidemment, c'était plus du tout possible. Et donc voilà, j'ai fini tant bien que mal. À la fin, j'avais plus rien dans le sac. Je faisais 50 mètres par 50 mètres en plein soleil, mais j'ai fini en moins de 24 heures. Ce qui est déjà, un exploit. Je pense, ouais. Ouais. J'y retournerai pas tous les étés, quoi. Alors je crois que c'est Nico Filippi qui avait fait ça, mais en vélo ouais, enfin qui a fait ça. Alors je sais plus si c'était avec un stump jumper ou un plus petit vélo, mais Ouais. ouais, Nicolas Filippi avait fait ça. Il faudrait qu'on retrouve les temps, pareil, J'avais un peu regardé après, et alors j'ai plus le nom de celui qui a fait ça, mais il me semble qu'il y en a un qui est passé sous les 17 heures. Attends, on va regarder parce que on va regarder, Si tu marques record Tour du Mont Blanc avec un cross-country rock rider semi-rigide, ouh, moins de 17 heures. alors attends,
Nicolas Philippi, Tour du Mont Blanc. On regarde en live. Nouveau record du Tour pour Nicolas Philippi en 2018. Ok. Et Alors attends. je crois que ça a été rebattu depuis. Ah ouais. Paf, paf, paf. 19h19. Ouais, ça a été rebattu. Et- J'ai vu des temps exorbitants. Et tu vois, ouais, 2020. Pardon, on cherche en même temps, mais. Euh, 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 Et bon, déjà 19h19, énorme respect. Hein. ouais. Bon, j'ai pas tous les détails, mais en tout cas, on l'a et. Ça a été fait en moins de 16 ou 17 heures, ce qui est pour moi inenvisageable. Inenvisageable. C'est un petit peu ce qu'on se disait par rapport à monter au Pic Blanc à vélo depuis Almont. Donc, parle-nous un peu de ça parce que voilà, j'avoue que quand j'ai vu la vidéo, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment c'était possible de faire ça sur plein d'aspects. Donc tu vas nous expliquer comment tu l'as fait. Mais ouais. La logistique, comment t'as géré, déjà le parcours? Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Bah, donc peut-être pour commencer un peu à la jeunesse du projet. Donc après que j'ai eu l'idée et que j'ai choisi cette idée pour en faire un documentaire cette année, il a fallu pitcher le projet au sponsor pour faire financer le projet parce que jusqu'à présent, on faisait du bénévolat, on faisait des vidéos avec les copains, mais cette année, il fallait essayer d'évoluer un peu. Et donc voilà, ça c'était en février-mars que j'ai fait un book et voilà, je l'ai envoyé à mes différents sponsors en disant j'ai cette idée, je pense que j'en suis capable, je veux le médiatiser de telle manière, ça vous apporterait ça. Et après, j'avais déjà trouvé le vidéaste, donc Théo Level, qui m'avait déjà filmé l'année précédente. Et donc, pour moi, c'était évident que ça allait être lui pour filmer. Et je lui ai dit, voilà, fais-moi un devis. On estime combien d'heures il y a de travail en vidéo, en montage. Fais-moi un devis, on l'envoie au sponsor et on voit ce que ça dit. Et Deviate, au début, ils m'ont dit, OK, mais Donc Deviate, c'est ton sponsor vélo, ouais, c'est ça. marque écossaise, confidentielle néanmoins, assez intéressante. Ouais, Spécialiste en point de pivot haut. voilà. Et donc, je leur ai pitché le projet. Je leur ai dit, voilà, j'ai cette idée-là, il me faudrait tant, est-ce que vous suivez? Et le responsable marketing m'a dit, l'idée est cool, mais pourquoi on te suivrait là-dedans plutôt que essayer de gagner la méga? Et je lui ai dit, déjà, je pense pas être capable de gagner la méga. Et je pense que là, on apporte quelque chose de nouveau à cette course qui a jamais été vu. J'ai pas eu besoin de plus d'arguments. Ils m'ont dit, on te suit, on te fait confiance, on t'accorde ce budget-là, maintenant, à toi. Non, d'abord, il m'a dit, d'accord, mais derrière, je veux que tu fasses la course. Alors, top 10. J'ai dit, OK, objectif top 10. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais, mais j'ai dit, OK, je monte en haut et objectif top 10 à la course. Et donc, c'est de là que c'est parti. Et donc, une fois qu'on a eu ça, ça a été la plus grosse partie du travail. Après, il fallait continuer un peu à s'entraîner et préparer le projet lui-même. Mais bon, ça s'est fait, comme on peut le voir dans le documentaire, assez en dernière minute, cette préparation du tracé, ouais. Donc l'entraînement, tu nous dis que déjà tu faisais, régulièrement donc, des 3000, en entraînement. Ouais. Est-ce que tu avais une préparation spécifique ou pas plus? Non, pas plus, parce que ça tombait assez mal en termes de calendrier, parce que j'avais mes partiels au mois de mai. Et vu que je fais beaucoup de vélo toute l'année, je fais plus beaucoup de vélo pendant les périodes de partiels. Et donc là, j'ai eu 3 semaines où j'ai pas touché au vélo, si ce n'est 1 heure et demie de route, 1 ou 2 fois par semaine. Et après ça, j'ai enchaîné directement avec un tour du Mont Blanc en 3 jours en vélo de route, tout début juin. Enchaîné avec le Derby de Champs-Rousse, donc aussi en mass start, la même semaine. Enchaîné
avec une coupe du monde. Alors, je sais plus s'il y avait non, il y avait d'abord la MOH, puis il y a Montagne eu Eiffel. la Montagne Eiffel, aux Deux Alpes, enchaînée avec une coupe du monde en Italie et elle-même enchaînée avec la méga avalanche. Donc j'avais pendant le mois de juin une course tous les week-ends. Et donc la préparation, ça a été de refaire du vélo sur des courses, quoi. Ok, donc juste rouler, quoi, en fait. Ouais, ça. Enfin, juste. Et se reposer. Et se reposer, Ouais. gérer la fatigue. Ouais. Ok. Donc là, c'est la partie entraînement, partie planification d'itinéraire. Ça, c'est pas mon point fort. Ouais. Donc cette fois-ci, j'avais pas Jules pour me préparer le parcours, etc. Mais vu que j'étais pas dans l'inconnu, c'était ma 3e méga avalanche, donc je connaissais déjà le parcours, un petit peu les lieux, et donc je savais pas exactement par où j'allais passer, mais vu que j'avais une vision globale et que je savais que c'était possible, je me suis pas trop stressé avant la semaine du défi. Et c'est là où j'ai commencé un peu à réfléchir par où j'allais passer, et l'idée qui est venue, c'était de faire ces fameux 21 virages de l'Alpe d'Huez, après de trouver un moyen de recouper dans la montagne pour rechercher le chemin de la méga avalanche et le monter à l'envers, parce que de toute façon, pour monter là-haut, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Et donc la veille, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, hein, c'est pas de la mise en scène. J'ai pris l'ordi et j'ai un petit peu tracé. J'ai dit ok, ce sera ça. J'ai pas fait de trace GPX ou quoi. C'était assez simple. J'avais quelques checkpoints. Quand j'avais un doute, je regardais Google Maps et puis on est monté comme ça, quoi. Ouais, donc pas de GPS, pas de GPX, juste le téléphone et puis. Voilà, c'est ça. Et quelques petits checkpoints, de me dire bon là, je suis à l'arrivée. Je mets Google Maps pour aller au bas des 21 virages. Une fois que je suis dans les 21 virages, il faut que j'aille à l'Alpe d'Huez, je sais faire. Une fois que je suis là, je dois aller à l'aérodrome de l'Alpe d'Huez pour prendre un chemin qui monte tout droit. Et je suis ce chemin jusqu'à croiser les panneaux méga avalanche. Okay. Et après, à partir de là, je les suis à l'envers. Ok. Alors, par étapes, entre Almont et le bas des 21 virages, bon, c'est plat, c'est un faux plat montant. Ouais, même plat. Plat, ouais. Ouais, il y a 10 km de plat, quoi. Ok. De piste cyclable. Bon, pas très intéressant. Non. Bon, ok, mais au moins ça roule. Ça roule et ça permet de, en quelque sorte, s'échauffer, dissiper un peu l'excitation, tester un peu les lumières, les trucs comme ça, se mettre en place avant de commencer à monter. Ouais. En plus, tu avais un vidéaste qui te suivait. Ça. Okay. C'est Théo Level, on pourra en reparler effectivement, mais qui a accompli l'exploit de monter aussi, hein, parce que il était en e-bike, donc sur toutes les parties roulantes route, il était avantagé, mais par contre quand il fallait pousser le vélo, là il devait pousser l'e-bike, quoi. Ok. Et quand il fallait monter le glacier, il fallait monter aussi le glacier pour lui. Bon, alors, on va le faire par dans l'ordre. T'arrives au 21 virages. Comment se passent ces 21 virages? C'est dur, c'est horrible, ça va ou... Non, franchement, ça a déroulé, quoi. En fait, on a pris le temps. Je me suis mis dans un rythme où je sais que je peux tenir pendant des heures. Et donc, je me suis pas mis de pression. Mais quand même, en me rapprochant, je me suis dit, ah ouais, je prends du temps. Je suis parti à minuit d'Almont. Et je suis arrivé un petit peu après 3 heures à l'Alpe d'Huez. Et c'était un peu plus lent que ce que j'avais estimé. Mais pas déconnant non plus, quoi. C'était plutôt dans les temps. Donc là, on a fait un petit ravito à l'Alpe d'Huez après ces 21 virages. On avait laissé une batterie pour Théo, pour être sûr de pas tomber en rade. Et moi, un petit ravito, quelques fruits, un peu de coca, de quoi bien m'alimenter avant d'attaquer la partie en autonomie. Ok. Donc là, tu arrives à l'Alpe d'Huez, ravito, changement de batterie, tu montes à l'altiport. Ouais. Et ensuite, tu récupères un DFCI? Ouais, c'est un DFCI, un chemin 4x4 que Marc Edwards, donc l'organisateur, m'avait indiqué la veille. Moi, je comptais faire un détour et il me dit mais non, on fait pas ça. Coupe droit, il y a un chemin qui t'y emmène directement. Donc là, j'ai gagné un peu de temps grâce à ça. Et là, c'était le début. Il faisait encore bien nuit et début de l'ascension dans les chemins. Ça se concrétisait, quoi. Jusque là, c'était encore un peu un rêve lucide. J'étais encore très excité et là je commençais à me dire ok, là je suis dans le vif, quoi. Et là maintenant il y a plus de retour en arrière. Le chemin de cailloux, donc c'est le chemin de cailloux entre l'Alpe et le Cairn, et même jusqu'en bas du glacier, qui est
bien technique, Ouais. avec des pierres un peu roulantes. Comment vous avez géré ça tous les deux? Parce que bon, faut filmer, faut Mmh. pousser le vélo, pousser le e-bike, Ouais. et il y a des parties qui sont raides, techniques, enfin, sketchy un peu, Ouais. enfin difficiles. Comment vous avez géré ça? Bah, on l'a abordé comme, les parties précédentes, donc moi j'avançais un peu à mon rythme. Des fois je le laissais passer, il prenait un peu d'avance, il me filmait. Après il était un peu derrière, il me filmait. Mais effectivement, il y a eu quelques parties où, i à ce moment-là, c'est un peu une traversée, mais avec quelques parties un peu raides et ces parties étaient vraiment dures à monter, quoi. Mmh. C'était, juste arriver en haut des parties, c'était dur parce que c'était vraiment raide, les cailloux un peu glissants et tout. Donc déjà, on prend conscience de ce qu'on fait en descente parce que ça, on s'en rend pas compte quand on descend. On a tendance à arriver vite, lancer, sans regarder sans regarder ce qu'il y a, sans se rendre compte de la raideur. Mmh. Et donc là, c'est ces parties-là qui ont commencé à être un peu dures et on voyait qu'on prenait beaucoup de temps à avancer, plus filmer. Théo commençait à avoir un peu du mal à pousser le vélo, c'est dur, quoi. Mmh. Et donc, au bout de ce traversée, on a dit: «Bon, on range toutes les caméras, on a des images, de toute façon, il fait encore nuit, hein, ça change rien. Maintenant, on veut juste arriver au lac et pas prendre trop de retard, quoi». Et donc là, on n'a plus filmé du tout. Moi, j'ai fait quelques images GoPro et après on se relayait pour, pousser un coup moi l'e-bike, un coup lui l'e-bike et arriver au lac, quoi. Là, ça a été le moment le plus dur, je pense. Ouais. Ouais. OK. Et donc entre le lac et le pic Blanc, là, c'est du coup glacier? Ouais, il y a une partie un peu 4x4, bien raide quand même, Ouais. jusqu'au glacier. Et là, le soleil commençait à se lever, donc ça redonne un peu de dynamique, quoi. C'est agréable, les couleurs sont folles, donc ouais, ça relance un peu le truc. Là, Théo pouvait de nouveau pédaler avec l'e-bike et là, on arrive sur la neige. La question, c'était: est-ce que la neige allait être dure ou est-ce que la neige allait être molle? Et la neige était parfaitement dure. Ils avaient fait un travail, vraiment fou avec les dameuses et donc là, on s'est dit: «Bon, déjà, bonne nouvelle pour la descente Mmh. et également pour la montée. On va pouvoir enfiler les crampons et monter, sereinement». OK. Là, ce que tu m'avais dit, c'est que, bon, Théo, pour le coup, il a eu un peu du mal. Ouais, Forcément, le vélo un peu lourd, tout ça. Tu lui as pris son vélo? Enfin, comment? non, franchement, c'était pas encore, vraiment grave à ce moment-là, Mmh. on a pris un peu notre temps, mais jusqu'au glacier, franchement, ça allait, hein. Il Mmh. était, largement autonome. Des fois, on se relayait un peu, je poussais un peu l'e-bike, pendant qu'il parce que lui, il avait quand même son sac à dos, Ouais. avec, 2 caméras, un trépied et les lumières, tout le chantier. Donc, des fois, il marchait un peu pendant que je poussais son vélo, mais c'était pas la majorité du temps. Mmh. Et arrivé au pied du glacier, on a un peu roulé quand c'était plat. Puis là, on a posé son e-bike. On a tous les 2 enfilé les crampons et là, lui, il a commencé à marcher sans pousser le vélo et à me suivre comme ça. Et le vélo, vous l'avez récupéré On a après? mis un petit antivol, Ah histoire ouais? de dire. On OK. l'a posé sur le bord de la piste et puis lui, il l'a récupéré, en descendant après. Parce que là, c'était plus envisageable d'avoir un e-bike, quoi. Ouais. Et là, donc, tu arrives en haut, quelle heure il est? J'arrive à 7h30. On 7:30. prend un petit peu le temps de faire des images dans le glacier quand même, Ouais. parce que là, il y a le ciel qui est orange, toutes les montagnes illuminées Mmh. et donc là, on prend un peu le temps et on voit du monde arriver en haut à 7h à peu près et Mmh. donc nous, on était dans le dernier mur, juste avant et donc là, je commençais à avoir beaucoup d'excitation, malgré un peu la fatigue. J'avais envie d'arriver en haut quand même. Ouais. Donc là, j'ai un peu tracé. Théo me dit: «Attends, on va accrocher la caméra avec un clamp sur le vélo pour faire des plans un peu créatifs». On fait deux trois trucs comme ça et après je lui dis: «Bon là, faut que je monte. Je peux plus Mmh. attendre. Ouais. Faut que j'arrive en haut». Ouais. Donc tu arrives en haut 7:30, le départ est aux alentours de 9:00. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pendant ce laps de temps? Pendant ce laps de temps, j'ai commencé par, ranger un peu tout mon matos de la montée et surtout manger. On Mmh. m'avait monté, gentiment, un repas que j'avais mis de côté avec un peu des pâtes, du riz, j'avais de la boisson énergisante, j'avais quelques trucs comme ça, des gels et là, en vrai, je me suis surtout alimenté et puis, tu sais, tu discutes un peu avec les gens ils disent: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» et Mmh. ça fait quand même bien passer le temps et c'est pas plus mal parce qu'il y avait 1h30 à faire passer Ouais. sans attraper froid donc je continuais Ouais. à me bouger un peu, à m'activer
Et j'avoue, j'ai pas trop de souvenirs de. Tu sais, tout passe vite en fait. T'as pas le temps de t'ennuyer là-haut. Il y a tout le monde qui se met en grille. Ouais, je me suis pas ennuyé. Mais j'ai commencé à me sentir un peu mal au bout d'un moment quand même. Tu sais, je pense que la pression redescend un peu. L'adrénaline aussi, il y a l'altitude, l'effort qu'on vient de faire. Et surtout la pression qui commence à monter, de voir tous les gens commencer à se mettre en ligne, de voir ce mur de glace et de se dire ok, là c'est encore une fois, je vais devoir prendre le départ de cette mass start avec 500 gars à mes trousses sur un glacier quoi. Donc là, pour resituer quand même, tes premières lignes. Ouais. Donc tu avais fait une belle qualif. Ouais, j'avais gagné ma vague de qualif. Ouais. Donc première ligne pour démarrer premier sur le glacier. Ouais. Donc ok. Là, tu te mets en grille. Tu te dis, le top 10 est toujours prenable. Comment tu te sentais d'ailleurs? Parce que tu nous dis, ouais, bon, j'ai commencé à me sentir pas très bien, mais bon, le stress, le machin. Mais Ouais. tu croyais encore à ce moment-là au top 10? Là, jusque-là, je voulais pas être prétentieux, mais je me disais pourquoi pas. À ce moment-là, plus du tout. À ce moment-là, je me souviens avoir pensé à cette discussion que j'ai eue avec le responsable marketing de chez Deviate, qui me disait top 10. Et là, je me suis dit, là, c'est impossible, quoi. En fait, je voyais flou, quoi. J'avais pris des gels, de la boisson énergisante, des trucs, mais juste, je voyais un peu flou, quoi. Et j'avais l'impression que je tanguais. Il y a un copain qui me dit, ah tiens, je vais te faire un test, je vais te mettre le doigt comme ça pour voir la réactivité de tes yeux. Il me dit, mais mec, tu dors? T'es plus là, quoi. Donc ça m'a fait un peu stresser. Et mais bon, je me suis dit bon, je suis là, je vais me concentrer. Je me suis mis un peu dans ma bulle et j'ai dit de toute façon, maintenant que j'y suis, il faut que j'y aille. Et après, je sais pas, il y a l'excitation du départ, le truc. T'entends la musique à l'Arma qui part et là tu t'as plus le choix et juste faut essayer de survivre quoi. Donc là, Alarma, le départ, donc ça c'est Alarma, c'est la superbe musique de 666 qui donne le départ de la méga avalanche, qui nous met tous les mains moites. Ah ouais. Et donc là, tu rentres en mode race. Et parle-nous de ta course. Comment ça s'est passé? Ma course, je vais essayer de pas redire ce que je dis dans le documentaire. Mais j'en avais discuté un peu avec des amis qui font aussi la course et la conclusion ça a été faut gérer. Si je veux arriver en bas, faut que j'ai des stratégies sages. Donc c'est-à-dire que je suis dans la roue de quelqu'un, il y a pas la possibilité de doubler, je prends pas de risque quoi, je reste dans sa roue et je me repose jusqu'au moment où si ça va bien, je double, sinon je reste derrière et ce sera très bien. Et donc, je sors du glacier dans les 15 premières positions, je dirais. Et, et donc, je suis content que ce soit fini et que je sois pas loin, quoi. 15, j'estimais que c'était correct et que si je finissais dans les 15 premiers, j'étais content. Et donc là, je roule vraiment tranquille en suivant des gens. Dès qu'il y a du pédalage, je m'économise au maximum. Et ouais, je fais aucune folie, quoi, jusqu'à la longue traversée où là, on commence à avoir un rythme, je me dis, c'est quand même bien lent, mais je me dis, autant si je vais plus vite, je vais craquer. Et puis donc, je reste dans un rythme tranquille, en mode vraiment repos, jusqu'à ce que Damien Othon nous rattrape et commence à crier un peu derrière. Et donc Damien Othon, quand on va pas assez vite pour lui, il le fait comprendre. Il nous l'a fait comprendre. Moi, je me suis décalé, je l'ai laissé passer. Et je me suis dit, bah, ce serait con de pas saisir cette opportunité de le suivre, quoi. Et donc là, j'ai dit, bon, ben, au pire, je craquerai. J'essaie de prendre sa roue. Kylian Bron aussi me double. Et donc là, ouais, j'ai dit, bon, ben, j'y vais. Les deux, ils savent ce qu'ils font. Peut-être que j'arriverai pas à les suivre, mais c'est mon moment de faire une belle course, quoi. Et donc là, j'ai sauté dans leur roue juste avant le col, la relance du col.
Et j'ai commencé par me dire j'essaie de les suivre jusqu'à me dire bon ben en fait ça va. Mmh. Je suis pas mal. Donc j'ai pris la roue de Damien que j'ai doublé dans cette relance-là. J'ai pris la roue de Kylian, je me suis retrouvé à côté de lui à lui dire bon, je suis à côté de Kylian, il a l'air à fond, je suis à fond mais ça va. Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, je suis resté dans sa roue pour la partie suivante. Je lui ai dit t'affole pas, je vais pas te doubler, fais ce que t'as à faire, moi je te suis. Je te fais confiance. Et puis après, on est descendu ensemble jusqu'en bas, hein. Ça, c'est un moment qui restera quand même gravé. On a fait toute la partie ensemble et alors, il a peut-être pas perçu pareil, mais moi derrière, c'était un vrai kiff, quoi. Je me sentais lucide, il me menait, il m'a imposé un rythme qui était bien plus soutenu que ce que j'avais anticipé. Mais vu que j'arrivais à suivre, j'ai pris un plaisir monstre jusqu'en bas. Et voilà. Ce qui me laisse, et ce qui j'imagine vous laissera vous qui nous écoutez aussi, un peu, heu, circonspect, c'est, tu nous parles quand même de 2 pilotes qui sont des machines, dont on dit déjà que donc Damien Othon, en termes d'entraînement, c'est une machine. Moi, tu me dis Hugo Pigeon, Damien Othon, c'est à peu près les mêmes. Même si petit avantage quand même pour Hugo Pigeon, heu, Dernièrement. dernièrement. Mais Kylian aussi qui roule, enfin toute l'année et qui est un pilote exceptionnel Ouais. et là, tu nous dis que quand même, à ce moment-là, heu, dans une partie, qui monte, sécos, enfin non, c'est un col quoi, donc il monte pas mal. Là, tu nous dis qu'après avoir monté 2 800 mètres de dénivelé et fait la moitié de la méga, tu es bien? Alors pour le contexte, Damien était tombé dans le glacier, il y avait à ce D'accord, moment-là le pouce en vrac. OK. Sinon il aurait pas été là, il aurait été encore un peu devant. Mmh. Kylian était parti 4e ligne et après en avoir discuté avec lui, en fait, il a vraiment fait l'effort pour revenir sur notre groupe dans le glacier et juste après le glacier. Et donc je pense que là, il a laissé des plumes aussi. Et pour revenir à mon feeling à moi, je suis rentré dans un état de flow euh, que je connais puisque c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Mais ça m'arrive qu'au bout de 10 heures d'effort, quoi, quasiment. Et ça m'était arrivé un moment pendant le Tour du Mont Blanc, ça m'est arrivé à l'Epic Enduro, mais pendant la dernière boucle, où après, ouais, on avait déjà fait 10 spéciales, où j'étais dans les 5 premiers, j'ai gagné quasiment toutes les spéciales de la dernière boucle, parce que j'étais dans cet état où je me sens frais, lucide, et où je me pose pas de questions. Et donc là, je me retrouve dans cet état-là, où mes jambes me paraissent légères, alors que c'est pas censé l'être, quoi. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que je me sens bien. La réalité, c'est que je pense que je suis pas dans un état normal. Est-ce que par exemple, on pourrait imaginer que le fait d'être monté depuis tout en bas, t'a t'a permis d'accéder à cet état-là? Parce que finalement, tu aurais pris la cabine, la télécabine, tu aurais fait la descente, peut-être que tu aurais pas été, heu, ouais, peut-être que tu aurais pas été, dans cet état de flow que tu décris, si spécial, quoi. Ça, c'est une certitude. Mmh. Ça, c'est un truc, en toute honnêteté, je pense que si j'avais pas fait cette montée, j'aurais pas fait un aussi bon résultat. C'est difficile à dire, autant, j'aurais fait mieux, mais je m je vois pas comment j'aurais pu, appuyer aussi fort sur les pédales et être aussi lucide à la fois dans les descentes, sans avoir atteint cet état de flow. Ce qui est quand même C'est paradoxal un peu. ouais, non, mais c'est effectivement dur à comprendre. Peut-être que des spécialistes de l'entraînement, de la psychologie, de la prépa mentale pourront nous éclairer, j'en sais rien, mais hem, c'est quand même fou de se dire que tu es quasi à ton niveau de performance optimal en t'étant tapé, 2 800 mètres de dénivelé, positif avant le départ de la course. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien réussir à comprendre parce que quand je dis je me questionne, c'est
j'arrive pas à le comprendre ni à l'expliquer, et j'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui pouvait me dire c'est dû à tel phénomène. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je sais que ça peut m'arriver après des longs efforts. Et donc voilà, si quelqu'un peut nous éclairer, ce Ouais, sera avec grand plaisir. on aura sûrement parmi les auditeurs dans Roue Libre un coach préparateur physique ou mental, Ouais. puisqu'on a quand même quelques entraîneurs, Nico Archot qui était passé dans le podcast. Donc voilà, laissez-nous un petit commentaire sur YouTube ou Spotify pour nous dire ce que vous en pensez. Euh, donc, en termes de résultats, tu finis à une honorable place. Vas-y, dis-nous quand même, parce que... Bah, quatrième. Quatrième derrière Alex Rudo et devant Kylian Bron pour clôturer le top 5, ouais. Attends, Alex Rudo, Troisième, ouais, moi quatrième ouais, et Kylian cinquième. cinquième, et devant, il y a qui? Devant, en première place, Hugo Pigeon. Ouais, Olivier Bruyère, deuxième. ouais, Troisième, ouais, Alex. Mon 4, ok, Kylian 5, ouais. ouais. C'est Euh, ouf. non, mais je trouve, c'est assez incroyable aussi de se dire, mais le handicap, finalement, enfin, t'aurais, enfin, t'aurais pas pu faire mieux, même en termes de résultats. Je veux dire, peut-être que demain, je veux dire, peut-être qu'en 2026, sur une autre méga avalanche, tu seras encore mieux préparé et tout ce que tu auras accumulé comme entraînement, comme expérience, te permettra d'aller chercher encore un top 3, etc. Mais c'est quand même dur d'imaginer que tu puisses faire mieux. C'est difficile, ouais. Le top 5, pour te dire, je suis arrivé en bas. On m'a confirmé ma quatrième place parce que jusqu'à présent, c'était que des spectateurs qui te Ouais, disent 4, 4. Ou non, ils disaient 5 parce que j'étais encore derrière Kylian à ce moment-là. ouais. Je vois qui est là. Je me rends compte que c'est vrai. Et j'envoie un message à Théo Level, donc le vidéaste. Et je lui dis, je suis quatrième, j'ai fait mon job, maintenant c'est à toi de jouer. J'ai le message, c'était un truc comme ça. Et donc lui, il a galéré à descendre sur les fesses, sur le glacier, Ouais. après en vélo. Enfin, ça a été un peu une épopée pour lui. Et quand il est arrivé, il m'a dit, mais mec, qu'est-ce que t'as fait? Hmm. Comment c'est possible? Ouais. Et je crois que ouais, tous ceux qui ont fait la... Alors, pour ceux qui n'ont pas fait la méga avalanche, je sais pas si on peut véritablement se rendre compte de ce que ça représente, mais en tout cas, ceux qui ont fait la méga avalanche, il y en a quelques-uns, euh, peuvent attester qu'il s'agit quand même d'un très très gros morceau. Est-ce C'est que tu ouf. peux nous parler un peu de ton matériel? Parce que Ouais. tu nous as parlé de Deviate, donc marque écossaise, donc confidentielle, mais vas-y, parle-nous de ton matos. Explique-nous un Qu'est-ce que peu tu de... veux dire par confidentiel? Ah, petite marque. Petite marque, ouais. Petite marque qu'on appelle un peu boutique, Mhm. contrairement, on va dire, à l'opposé de grosses Ouais, ouais, marques, ouais. tu vois. Implanté, ouais. Ouais. Ouais, donc pour le matériel, ouais, le principal, ça a été le vélo. Donc j'ai signé avec Deviate en début d'année. Donc petite marque écossaise dont je connaissais le responsable des ventes qui travaillait chez Nucproof avant et qui est venu me voir en me disant je viens de rentrer chez Deviate, j'ai pensé à toi, est-ce que tu veux rouler les vélos? Et moi je connaissais pas du tout de loin, je savais pas ce que ça valait, vu qu'il n'y en avait pas en France, Mm. c'était difficile de dire de demander des avis à des gens. Donc je lui ai dit pourquoi pas, mais je veux essayer le vélo d'abord. Il m'a invité en octobre dernier à Édimbourg chez lui à 1 heure des bureaux. J'ai passé un week-end à essayer les vélos en Écosse et j'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Ouais, je les ai essayés différentes tailles, les différents modèles, le Highlander 2, le Claymore, avec différents débattements et j'ai été bluffé par l'efficacité du vélo au pédalage et la dynamique du vélo en descente. Et j'ai dit, bon, ben, l'année prochaine, je veux rouler vos vélos. Ok. Et donc là, j'avais choisi le Claymore, donc qui est le gros vélo en 180 mm, 165 mm de débattement. Donc 180 devant, Ouais, 165 derrière. c'est Ouais. ça. Et donc, c'était un choix que j'avais fait pour les pics enduro, mais qui était dans la même lignée que la méga avalanche, de me dire,
le vélo va peut-être être un peu plus lourd, un peu plus dur à emmener que le Highlander 2 en 160-145 mm, mais je veux être sûr d'arriver en bas et de tenir le vélo jusqu'en bas. Mmh. Donc j'ai pris la décision de prendre ce vélo un peu plus gros et c'est le vélo que j'ai roulé toute la saison et ça m'a paru être le vélo idéal, en tout cas pour n'importe quelle course. OK. Voilà. Tu peux nous parler un peu de tes réglages? Ça, Si toutefois, c'est le sujet. Il y a pas de tabou, mais il y a pas beaucoup de réglages. C'est pas encore mon point fort. ouais, C'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à développer, mais pour l'instant, tu me donnes à peu près tout. Je, je m'en sors. Et ouais. j'ai pas de mécano, j'ai pas de. Mmh. Donc j'ai fait en début de saison l'effort de faire quelques runs pour me dire, ok, si je change ça, je vais ressentir ça. Mais la réalité, c'est que je mets une pression d'air avec un sag et je vais rouler, quoi. Mmh. OK. Hem, donc ce qu'il faut, alors donc tu es élève ingénieur aujourd'hui, Ouais, tu es, en deuxième année? quatrième année. Quatrième, pardon, quatrième année. Comment tu t'organises justement pour, remplir tes objectifs d'élève ingénieur et de sportif? C'est toute une gymnastique. Mmh. Je dirais pas que c'est infaisable parce que je m'en sors et je me plais à trouver cet équilibre, mais ça demande pas mal de rigueur et d'investissement. Donc pour le contexte, je suis à l'INSA Strasbourg. C'est une école d'ingénieurs en prépa intégrée. Donc les 2 premières années, c'était un peu type prépa, mais un peu moins dur parce que c'est prépa intégrée, avant de rentrer dans un cursus ingénieur. Et donc je suis rentré directement avec le statut sportif de haut niveau, qui me permettait, si je voulais, de dédoubler au moins la première année. Mais j'avais pas envie de passer 10 ans à faire des études. Donc moi, je fais le même cursus que tout le monde, avec cette possibilité de justifier mes absences quand j'ai des compétitions. Donc ça, c'est une grande aide, mais qui permet pas de rattraper Mmh. les cours qu'on rate. Donc la première année, ça a été beaucoup d'école, moins d'entraînement. Et au fur et à mesure, j'ai un peu changé cet équilibre vers un peu plus de vélo et un peu moins de cours. Et donc là, actuellement, mon équilibre, il consiste à aller très peu en cours, uniquement là où en cours de TD, pas en amphi. Et à réviser énormément avant les contrôles. Donc c'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais c'est ce qui me permet toute l'année de faire beaucoup de vélo. Et quand il faut, je serre la ceinture et je travaille. Et voilà, je m'en sors comme ça. OK. Quel conseil tu donnerais à des gens qui, des gens ou enfin des jeunes ou même des parents qui nous écoutent et qui se disent, «Ouais, mon fils ou ma fille, veut faire du vélo» ou n'importe quel sport d'ailleurs, mais «J'aimerais quand même enfin, on aimerait quand même faire les études à côté», parfois des études, bah, voilà, comme tu dis, ingénieur. Quel conseil tu donnerais à déjà des sportifs Ouais. et puis aussi les parents? Moi, je pense qu'il faut pas être forcé de le faire parce que ça demande de. Moi, je vais très peu en soirée, je vais très peu au bar, alors que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en école d'ingé ou n'importe quelle école. Donc, je fais vraiment beaucoup. Je vais en cours, je m'entraîne, je fais mes vidéos et je me repose. Et donc, le conseil, ce serait de s'organiser et de fixer des objectifs pour pas perdre le nord, quoi. Mmh. Et de choisir Et de ses choisir ses priorités. Avant tout, hein, mmh, moi, je vais pas. Ça, c'est le discours un peu facile, mais au final, c'est vraiment ça. Hein, faut savoir ce que tu veux et faire que ça. ouais, Pas le OK. choix. Donc, à côté de donc tu as une autre passion quand même, avec le vélo, c'est la vidéo, Mmh. le montage, le côté, créatif. Tu Ouais. peux nous parler un petit peu de cet aspect-là? Ouais, bah, j'ai commencé, je pense, pendant le confinement. J'ai pas eu très tôt un appareil photo, mais j'ai commencé assez tôt à
à faire des vidéos avec mon iPhone, mon téléphone, et pendant le confinement, donc j'ai essayé de faire des espèces de petites séries, pas vraiment des vlogs, mais des vidéos déjà un peu créatives au téléphone, avec mon vélo de trial, avec mon cross-country. Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'y intéresser, à utiliser mes premiers logiciels de montage vidéo, montage photo. Mon père m'a acheté ma première caméra à la sortie du confinement. Et ça s'est fait un petit peu naturellement. En fait, ça vient tellement du fond de moi que je vais toujours chercher à développer cet aspect créatif. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu des caméras un peu meilleures, des idées un peu meilleures, j'imagine. Et j'ai continué à développer ça et maintenant je continue à le développer. Mmh. C'est quoi, donc on a les parties visibles, enfin, on va dire très visibles, c'est-à-dire les docus que tu as fait sur le Tour du Mont Blanc et la Méga-Avalanche. Ouais. Tu peux nous parler un peu des autres contenus, des autres formats peut-être que tu développes? Et puis ceux sur lesquels tu aimerais bien aller aussi peut-être? Alors, le Tour du Mont Blanc, celui-là, ça a été filmé par, donc comme j'ai dit, 2 amis, mais c'est moi qui ai fait le montage. Donc ça a été, un gros boulot. Cette année, j'ai pas voulu me relancer là-dedans. J'ai délégué toutes les tâches au vidéaste et j'en suis bien content et il a fait bien mieux que ce que j'aurais pu prétendre à faire. Mais sinon, au quotidien, ça se traduit à travers ce que je poste essentiellement sur Instagram. C'est-à-dire à s'inspirer. Je vois plein de trucs, j'enregistre plein de trucs et je me dis, OK, je veux mettre ça en avant, ce vélo, ce lieu, ce mouvement en vélo. Comment je peux le faire, avec quelle musique, quel type de. Et donc, je m'entraîne au quotidien, quoi. Je fais tout le temps des vidéos et c'est moi qui monte quasiment tout. Donc ça permet de toujours me faire plaisir et développer cette créativité. Et c'est ça qui m'anime en vélo, hein. Mmh. Et pour la suite, ouais, je pense que j'ai envie de continuer à faire des vidéos vraiment travaillées, des docus. Et moi, j'aimerais bien aller filmer d'autres gens, comme j'ai pu le faire sur les championnats du monde avec Alex Trudeau. Ça me plaît bien quand même de pas moi être sur la vidéo et de chercher à montrer un peu ma vision à travers d'autres athlètes. Mmh. Ça me plaît bien quand même. Et donc si on se projette un peu, ce que tu aimerais bien faire, c'est quoi en fait? Je veux dire, là, parce qu'on parle de la formation d'ingénieur, Ouais. qui t'ouvrira plein de portes et tu pourras faire un peu ce que tu veux. Mais on a l'impression que tu es un peu entre les 2 et que tu pourrais, peut-être demain, j'en sais rien, monter une agence ou autre chose, quoi. Comment tu vois ça? Ouais, là, je suis à un moment où je réfléchis un peu à l'après-école, sans me mettre de pression, mais en me disant qu'est-ce qui me plaît vraiment et je sais pas encore trop. Je sais que j'arrêterai pas le cursus parce que tant qu'à faire des études, c'est les études qui me plaisent, mais est-ce que j'ai envie de travailler dans le milieu de l'ingénierie, à développer des vélos, des pièces de vélo ou autre? Pour l'instant, ça serait plus dans le domaine du vélo, mais ça Mmh. peut être autre chose. Ou est-ce que j'ai envie de laisser plus parler mon côté créatif et me lancer dans la vidéo? Ou est-ce que j'ai envie de faire un mix des 2? Faire, développer des accessoires qui permettent de filmer différemment? C'est une option aussi, Mmh. je me ferme aucune porte pour l'instant, mais wow, mais je sais pas encore où je vais. Ouais. En même temps, on peut pas te jeter la pierre, tu as 21 ans, tu as tout le temps, devant toi pour décider et tu as plein d'options. Hem, mais qu'est-ce que toi, si tu te fixais un objectif ou je sais pas, si tu qu'est-ce qui te ferait rêver? Enfin, qu'est-ce qui te fait rêver d'ailleurs? Là, actuellement, je pense que ce serait pouvoir évoluer dans le vélo, peut-être, pouvoir, ne pas me fermer la porte, d'en vivre pendant quelques années en sortant des études. Que ce soit, de la compétition ou de la vidéo ou un mix des 2 comme je le fais actuellement. Mmh. Ça, c'est ce qui me fait rêver pour le moment. Est-ce que ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans? Je sais pas. Ou est-ce que je peux faire ça et à côté, travailler en tant que vidéaste, sur des projets, pour d'autres athlètes, à voyager, quoi? Mmh.
Tu vois, moi, c'est cet équilibre-là, je pense, qui me plairait bien en sortant de l'école, quoi. Ouais. Je pense. Pour aller un petit peu plus loin dans le truc, parce que j'aime bien poser cette question, si tu avais une petite baguette magique Ouais. et que tu ferais n'importe quoi, genre une petite baguette magique qui t'amènerait exactement là où tu as envie d'être et de faire ce que tu as envie de faire, ce serait quoi? Ce serait être payé à voyager, filmer et faire du vélo. Pour moi, là, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, quoi. Être filmé et filmer d'autres gens. Mmh. Je pense que cet équilibre-là, il me plairait bien. Et voyager surtout, avec mon vélo. J'ai l'impression, vu qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, que ça fait partie des choses qui sont hautement possibles. Y a pas de raison. Il y a pas de raison et vu ce que tu as montré jusqu'ici, je dirais que tu as quand même montré que tu avais la capacité de le faire. J'espère. Ouais. Est-ce que ça va continuer à me plaire autant? Est-ce que les opportunités vont faire que j'en arrive là où je veux? Ou est-ce que ça marche pas et auquel cas, j'ai mon diplôme d'ingénieur Mmh. et je peux m'en sortir? C'est Ouais, ça ouais. qui est cool aussi. Mmh. C'est que là, c'est un peu dur d'étudier en même temps que je fais du vélo, mais j'ai cette sécurité-là derrière. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ont envie de te contacter pour te proposer une opportunité ou quelque chose, je me ferai un plaisir de de te transférer leur demande et puis peut-être qu'ils te contacteront sur Insta ou ailleurs. Mais C'est gentil. en tout cas, ouais, si vous avez un message à envoyer à Maël, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous parler, rapidement de tes autres sponsors? Ouais, Avec qui tu bosses et ce que tu fais avec eux? ouais, bah, j'en ai pas 50, mais j'aime bien travailler, travailler. J'aime bien évoluer avec des gens sur qui je peux compter, avec des produits surtout qui me plaisent et que j'aurais utilisé sans. Donc voilà, côté vélo, j'ai Deviate, à côté j'ai Ergon pour les selles et les poignets. C'est du matos que j'utilisais déjà avant. On me donnait des poignets Ergon usés et je les roulais pendant une saison. Donc voilà, j'ai également POC qui m'accompagne depuis cette année pour les protections et un petit peu les tenues. Donc ça, c'est vraiment une chance parce que c'est une marque que j'admire depuis bien longtemps. Dernièrement, il y a Hop. Pareil, quand je roulais en vélo trial quand j'étais petit, les freins Hop Mmh. sur mon Santa Cruz Highball ou sur mon vélo trial, c'était les freins de rêve, quoi. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir rouler pour eux et avoir tous leurs produits, ouais, des freins, la transmission sur mon vélo. Donc ça, c'est cool et j'aimerais bien pouvoir commencer à travailler un peu avec eux, pourquoi pas sur du développement, voir les opportunités qu'il y a, ça peut être vraiment intéressant. Et à côté, il y a aussi One en Cook and Run, pardon, pour la nutrition. Mmh. Donc ça, c'est cool aussi. C'est une grosse décharge et puis les produits sont vraiment cool. Les roues? Les roues, non. Pour l'instant, Pas si encore. les roues sont payées par mes deux magasins partenaires qui sont Espace Cycle à côté de Strasbourg et Gem Bikes dans le sud à côté de Ganges, à Ganges même, Mmh. dans le Gard. Et donc eux, c'est ceux qui me suivent depuis le début, quoi. Avant d'avoir ces marques-là cette année, j'avais uniquement deux magasins et Nukeproof avant que ça coule. Mmh. Et je vais chez eux, je sais que je vais pouvoir faire ma mécanique. Si j'ai une pièce cassée, ils vont me la changer. Mmh. Ouais, c'est le pilier de mes partenaires, quoi. Et autour de ça, on travaille avec d'autres marques qu'on essaie de faire rentrer en magasin et de créer un peu une atmosphère productive pour tout le monde Mmh. autour de ces deux magasins-là. OK. Plus voilà, un petit peu des sponsors financiers qui aident à, à vivre ce que je peux vivre en voyageant sur les Coupes du Monde, les autres courses. Mmh. Notamment Happy Bike Camp, dont je parlais au début, qui est une école de vélo à Tignes, qui m'a fait faire mes premiers tours de roue en enduro. Et eux, ils sont toujours là. Et je vais les voir chaque été à Tignes. Et on passe des super moments. Excellent. Un tout petit mot avant de reprendre cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter En roue libre, mais seule une petite partie d'entre vous y est abonné. Si ce contenu vous plaît,
abonnez-vous sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le geste le plus simple pour soutenir mon travail, aider En roue libre à grandir et permettre à d'autres passionnés de découvrir ces épisodes et ces reportages. Merci pour votre soutien. Retour à l'épisode. Donc là, on est le vendredi 21 novembre. Demain, c'est la qualif de la méga de la Réunion. Dimanche, c'est la finale. Comment tu anticipes, comment tu appréhendes ce week-end? Je m'étais mis aucune pression, dans le sens où pour moi c'était ouf d'être invité ici. C'est la première fois que je prenais l'avion avec mon vélo. Puis je pars avec Alex, c'est les vacances quoi. Donc ma première approche c'était de profiter. Donc là la course se rapproche, je commence un petit peu à y penser. On a repéré la piste, ça va être dur, ça va être très physique. On a pris une énorme saucée ce matin, la piste a complètement changé. Je pense que ça va être un beau chantier, mais je me mets pas de pression particulière. Les qualifs, je vais donner ce que j'ai, essayer de me faire plaisir, quoi. Hein. Pareil pour la finale, je vais monter en pédalant et après me faire plaisir pendant le run et puis advienne que pourra. Il me semble que c'est ça l'expression. Exactement. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la méga avalanche? Moi, c'est, je sais pas, j'ai accroché direct avec l'ambiance, quoi. Donc ma première, c'était en 2023 avec Nukeproof. On était venu avec toute l'équipe Nukeproof Hotlines et on avait passé une semaine comme j'en ai rarement passé sur le vélo, quoi. On a roulé toute la semaine. Il y avait des soirées, il y avait les petits événements, toutes les petites courses annexes à l'Alpe d'Huez. Et j'ai direct accroché avec ce format-là. Il y en a plein qui détestent, ou en tout cas, il y en a plein qui osent pas peut-être prendre ce risque en pleine saison. Mais moi, vu que je suis guidé avant tout par ce qui me fait plaisir et ce que j'ai envie de faire sur le vélo, c'est depuis 3 ans, je la fais chaque année et je reviendrai, quoi, parce que c'est une course où je prends un plaisir monstre et faire ces runs, c'est-à-dire que pendant 40 minutes, je suis en chrono sur mon vélo et ça, c'est ouf. Ce qu'on n'a pas en enduro. Ce qu'on n'a pas du tout Ouais. en enduro, non. Ce qu'on n'a pas du tout en enduro où on est limité à des spéciales entre 2 et 8 minutes, on va dire. Et donc, des fois, c'est un peu frustrant de pas faire plus de vélo. Alors que là, on vient, on fait des recos déjà toute la semaine. Tout le week-end, on fait beaucoup de vélo. Et ça me plaît bien, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui se posent la question de venir à La Réunion pour faire la méga? C'est difficile à dire alors que j'ai pas encore fait la course. Mais Oui. déjà, en fait, rien que l'ambiance, quoi. Il y a des petits apéros qui sont organisés avec les pilotes. On est à côté de la plage. Jusqu'à maintenant, il faisait beau. On monte en haut du Maïdo pour commencer la descente avec une vue sur Mafate qui est ouf. Il y a les volcans, enfin c'est une expérience, quoi. Pour l'instant, je la vis pleinement et je compte bien profiter des 2 semaines ici avant de retourner à Strasbourg. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Hem, Dans un premier temps, de réussir mon diplôme d'ingénieur Mmh. et en parallèle, continuer à m'amuser sur le vélo, hein, comme je le fais là et pourquoi pas continuer à évoluer. Mmh. Ouais. Est-ce que tu aurais, si tu voulais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre, ce Ouais. serait qui? Moi, j'ai écouté un peu tes podcasts, donc j'ai un peu réfléchi et s'il y a une personne, pour moi, ce serait, Glenn MacArthur. Mmh. J'ai passé des heures à discuter avec lui, pour ma préparation de l'Epic et ensuite, mes autres projets, les championnats de France et cetera. C'est un puits de savoir dans le milieu du vélo et un vrai passionné, quoi et donc Mmh. je pense qu'il y a des belles choses à dire et que ça peut intéresser du monde parce que moi, ça m'intéresse vraiment de discuter avec lui, quoi. Sur quel sujet, par exemple? Bah, l'Epic, lui, il l'avait fait 6 fois avant de la gagner cette année. Mmh. Et donc en 6 fois, il a appris à gérer la nutrition, l'entraînement, la mécanique, la gestion de l'effort
et la gestion du terrain au large qui est ouf. Et sans lui, jamais de la vie j'aurais fini la course aussi bien que je l'ai fini. Donc sur tous ces sujets-là, il y a plein de petits détails, de petits trucs. Il te dit que lui l'année dernière, une semaine avant, il se couchait à 20h et il se levait à 5h pour décaler son rythme de sommeil, tu vois. Alors appliqué ou non, mais c'est plein de petits trucs comme ça où tu te dis ah ouais, fallait y penser. Et c'est ouf. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Il y a plein de sujets. Très bon. Effectivement, Glenn, que j'ai rencontré à Bivouac, excellent pilote, excellente personne également, hyper généreux dans son pilotage et dans ses échanges. C'est ouais, hyper intéressant. Donc, ok, je prends. Voilà. Un mot pour finir? Rouler jeunesse. Rouler jeunesse. D'où ça vient ça d'ailleurs? Ça, je pense que c'est une expression de vieux, je crois, hein. Ouais. Je crois que c'est une expression de vieux. J'avais dû l'entendre de ma mamie ou d'une personne. J'ai pas de souvenir exact, mais j'ai commencé à le dire quelques fois en rigolant. Et on a commencé à m'associer à ça. Et les gens, des fois, sur le bord de la piste, me disaient rouler jeunesse. Et je me suis dit, ah là, je tiens un truc là. Je crois que je vais pas le lâcher. Et aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu mon slogan. Ok. Ça porte que du positif, donc Bien sûr. pourquoi Ouais. pas. Ouais. Et les vieux, non? Hmm. Les vieux, non? Ah bah rouler jeunesse, c'est intergénérationnel. Allez, on prend. Écoute, bah, à moi. Merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur, sur une manière de faire que j'avais pas du tout imaginé autour de la méga. Encore une fois, je l'ai faite quelques fois et jamais ça m'avait traversé l'esprit que de monter, quoi. C'était, C'est drôle que personne n'y ait pensé avant quand même. mais non, mais c'est drôle, c'est normal en même temps. Parce que c'est la base de l'enduro. De monter pour descendre. Oui, non, mais enfin, vu comme ça, oui, mais c'est vrai que c'est une manière de penser différente qui est hyper rafraîchissante et qu'effectivement, depuis le temps moi, ma première méga, c'était en 2000, tu vois? J'étais pas né. Tu étais même pas né et c'est vrai que, on est en 2025 et tu vois? Et en 25 ans, jamais j'avais imaginé que c'était possible et toi, Mmh. tu me montres du haut de tes 21 ans que ça y est, c'est bon, ça se fait quoi. Clac, case, cochée, validée, enfin et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant de moi, du haut de mes 42 ans maintenant, prendre une grande tarte, de la part d'un, entre guillemets, «jeune», hyper, posé et mature, tu vois? Enfin, je veux dire, tu es posé, c'est bon, tu as la tête sur les épaules et de prendre une belle claque comme ça, bah, moi, je suis content de la prendre et je veux bien en prendre, plus souvent que ça, tu vois? Donc, merci pour ça et puis merci aussi, je pense, pour l'inspiration que tu donnes à d'autres de, de se dire: «Bah, ouais, c'est possible». Parce que moi, en fait, comment dire? Hem, moi, je vais pas dire que tu m'as pas donné envie, mais ça fait pas partie des trucs où je me dis: «Vas-y, je vais pouvoir le faire» ou alors «Je vais avoir envie de le faire». Par contre, je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir regardé et qui vont être inspirées, tout comme toi, tu as été inspiré en C'est ça. allant à Tous en Selle, qu'on salue d'ailleurs et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de que ton action puisse inspirer d'autres personnes et donc je fais le vœu pieux que ce que tu fais, ce que tu entreprends inspire d'autres et voilà et les pousse à relever d'autres défis. Si ça peut donner envie d'aller faire du vélo, c'est que ma mission est réussie. Et j'ai déjà reçu quelques messages, c'est hyper touchant d'ailleurs. Des gens qui me disaient que ça les avait. Que ça ou ce que j'ai fait un petit peu avant. Hein. Il n'y a pas eu 50 messages, hein, mais que ça les inspirait, que ça les motivait à aller faire du vélo et ça, c'est ouf. Hein. Ouais. Ça, c'est moi qui envoie ce genre de message normalement, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est ouf. Bah, Donc ça se merci à prend. toi. Bah, merci, vraiment merci et puis, merci à vous qui nous envoyez ces messages. Là, tu t'en parles, moi j'en parle aussi de temps en temps, de dire,
ça fait du bien de recevoir ces messages d'encouragement parce que ce qu'on fait parfois c'est dur. Mmh. Et qu'on fait ce qu'on fait, enfin les images que vous voyez, on les partage parce qu'on a envie de partager quelque chose et de susciter des réactions aussi, Mmh. d'inspirer des gens, voilà, de montrer que c'est possible, enfin voilà. Et donc forcément de voir qu'il y a un retour, bah c'est gratifiant, c'est Vraiment. chouette. Et puis voilà aussi, n'hésitez pas à venir voir Maël et puis venir me voir moi quand vous en avez l'occasion. Si on est sur des événements, si vous voyez qu'on est là, venez nous voir quoi. Ouais. Ouais. Merci aussi à la Case Bambou qui nous accueille dans ce lieu absolument exceptionnel. On est Heu, super bien reçus. on est super bien reçus. Juste en bas là, là, on a des carpes. Des carpes, elles font ça. C'est très, très chouette. Le cadre, il est génialissime. Enfin, je pense que si vous avez la vidéo, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mais on est hyper bien reçus. Donc merci à toute l'équipe, de nous avoir, reçus ici, de nous avoir donné l'accès. Merci également à l'UCC, donc l'organisateur de la Méga Avalanche, pour nous permettre, à Maël et à moi, d'être ici. Ouais. Voilà, on enregistre cet épisode, comme vous l'avez bien compris, dans le cadre de la Méga Avalanche de La Réunion. Et donc, voilà, je suis ici grâce à l'UCC et également à Florent Payette et à l'Enduro Marines qui m'ont permis de venir ici. Donc, moi, je passe un super moment à La De même. Réunion, c'est génial. Si vous avez des questions, si vous avez voilà, besoin de tips, des adresses, des endroits pour rouler, des contacts pour rouler, des locaux qui se feront un plaisir de vous montrer les sentiers, de vous faire les navettes, C'est bref, de vous montrer tout ce qu'il y a à voir à La Réunion. Pareil, vous pouvez envoyer un petit message et j'en profite également pour remercier les locaux parce Les que gens sont chaleureux ici, c'est impressionnant. ouais, les gens sont chaleureux, mais surtout il y a une vraie passion du vélo. Ouais. Une vraie passion du vélo, il y a il y a une vraie ferveur autour du VTT. Heu, c'est vrai que, on a des pilotes qui sont très connus à l'image de Florent Payette, mais pas que, et d'autres qui méritent d'être connus et qui mériteraient également de venir, rouler un petit peu en métropole, pour montrer un peu aux métros, aux Français, comment ils roulent. Parce qu'il y a un Ouais. gros niveau et je fais le vœu qu'on voit plus ces pilotes-là et voilà et donc on leur fait un gros big up, aux locaux et à ceux qui roulent et même ceux qui roulent pas. Bon bref, merci La Réunion, merci les locaux, merci l'UCC, merci Flo Payette, merci la Case Bambou. Merci à toi et puis merci à vous qui nous avez regardés ou écoutés et puis voilà, c'est la fin de cet épisode. Abonnez-vous à En roue libre pour nous Abonnez-vous. montrer que vous aimez ça. Suivez Maël, allez regarder ses documentaires, je vous mets tout dans la description de l'épisode. Et puis bah, d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de kiffer très fort. Allez, Ciao, ciao. salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur YouTube et sur Instagram pour ne rien manquer de l'actualité d'En roue libre, être tenu au courant des derniers contenus disponibles et accéder aux coulisses des tournages des épisodes et des reportages. Et pensez à partager cet épisode à un ou une passionnée comme vous. Et si vous représentez une marque ou un acteur du monde du vélo et que vous cherchez à gagner en visibilité, je vous accompagne directement avec Line, mon agence spécialisée dans le conseil et la production de contenu pour l'industrie du cycle. Pour en savoir plus, vous pouvez réserver un appel avec moi sur agenceline.fr, agenceline.fr. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.